En plusieurs endroits de la planète, enchâssés dans des parois verticales de montagnes et des falaises inaccessibles, existent des portails monumentaux taillés directement dans la pierre brute. Des ouvertures de 10, 15 ou 20 mètres de hauteur, coupées avec une symétrie qui semble défier les limitations physiques du monde antique. Au premier coup d'œil, l'œil humain tente de chercher une explication simple. Nous projetons sur ces structures le concept de monument funéraire ou de façade décorative. Mais, quand nous nous rapprochons des métriques réelles de ces lieux, l'intuition échoue. En plusieurs de ces portails n'existe pas d'escalier d'accès, de route d'approche ou même de plateforme pour que les ouvriers puissent s'appuyer pendant le travail. Le sommet des montagnes au-dessus d'eux est inaccessible et l'abîme en dessous est absolu. Néanmoins, celui ou ceux qui ont façonné ces parois ont retiré des milliers de tonnes de roches d'une extrême dureté, laissant derrière eux des surfaces parfaitement nivelées et des angles droits rigoureux. La question qui surgit à la base de ces parois n'est pas seulement au sujet du motif de leur construction. La question plus urgente, et qui continue à intriguer les ingénieurs et géologues modernes, est beaucoup plus pratique. Comment ces ouvertures ont-elles été exécutées? Pour qui ont-elles été projetées? Et où se trouvent les vestiges de la technologie nécessaire pour réaliser un tel exploit? Pour comprendre la véritable dimension de cette énigme, il faut regarder au-delà de l'esthétique. Quand l'archéologie traditionnelle analyse des lieux comme l'Arabie saoudite, les vallées de la Turquie, les Andes péruviennes ou la région du Levant, la réponse standard a tendance à attribuer ces œuvres au culte des morts ou à la démonstration du pouvoir d'anciennes dynasties. Cette lecture a du sens sur le papier. Les peuples antiques construisaient effectivement des monuments pour perpétuer leur mémoire. Mais il existe une grande différence entre sculpter une façade de grès mou et usiner des blocs de basalte, granit ou andésite directement dans la roche-mère d'une montagne. En lieux comme Madain Salih, en Arabie, ou à proximité du lac Titicaca, ce que nous trouvons ne sont pas des bâtiments montés bloc par bloc. Ce sont des structures monolithiques, où le bâtiment entier est le résultat de la soustraction de la montagne. Pour créer un unique portail de ce type, la marge d'erreur est 0. Si un constructeur commet une erreur en montant un mur de briques, il remplace la brique. Si un graveur commet une erreur en sculptant une montagne entière, la structure entière est perdue. Et c'est ici que le contexte géologique rend le scénario encore plus intrigant. La majorité de ces œuvres a été réalisée dans des formations rocheuses qui exigent des outils ayant une dureté supérieure à la pierre elle-même. Cependant, le registre historique conventionnel nous dit que les outils disponibles pour les cultures locales de l'époque étaient composés de bronze, cuivre, bois et marteaux de pierre de diorite. Tenter de couper la roche ignée avec des outils de cuivre est une impossibilité physique. Le métal plus mou se déforme au premier impact. Pour expliquer l'avance sur la roche, la version officielle soutient que la patience, le temps et une quantité massive de main-d'œuvre compensaient la limitation technique. Mais cette explication laisse une question ouverte. Quand nous analysons les détails techniques des marques enregistrées dans la roche, la théorie de la simple patience et du travail manuel commence à trouver de sérieuses limites. Prenons comme exemple les portails aveugles et les entrées gigantesques sculptées dans les falaises de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. En plusieurs de ces cas, les parois latérales de l'ouverture présentent des rainures parallèles et continues, avec une profondeur constante sur plusieurs mètres. Un marteau de pierre frappé par des bras humains produit des marques d'irrégularité, des surfaces concaves et des microfractures dans la roche. Ce que nous voyons dans ces portails colossaux, cependant, ce sont des plans de coupe lisse, où le plan de référence se maintient parfait du sommet à la base. Il existe aussi la question du volume et de l'évacuation du matériel. Pour sculpter une façade colossale dans une falaise, il est nécessaire de retirer des centaines ou des milliers de mètres cubes de roches solides. Cela génère des montagnes de débris et de gravier. Curieusement, en plusieurs de ces sites archéologiques les plus énigmatiques, les tas de détritus équivalents au volume excavé n'existent simplement pas au pied de la montagne. La roche retirée semble avoir été nettoyée, traitée ou transportée au loin
pour des raisons que nous ne connaissons pas. Pour comprendre pourquoi cela importe, nous devons regarder un détail presque toujours oublié, l'échelle des entrées elles-mêmes. Plusieurs de ces portes ne mènent nulle part. Elles se terminent abruptement contre la roche solide peu de distance après le cadre. D'autres s'ouvrent sur des chambres internes dont les proportions ne gardent aucune relation avec l'ergonomie d'un être humain ordinaire. Des portails ayant plus de 8 mètres de hauteur possèdent des pieds droits et des linteaux de proportions titanesques. S'ils étaient seulement symboliques, pourquoi dépenser un effort d'ingénierie si disproportionné pour créer des structures qui exigent des échafaudages colossaux suspendus dans l'air uniquement pour leur contemplation? La science officielle ne nie pas l'existence de ces lieux ni leur beauté extraordinaire. L'archéologie classique a réalisé un travail minutieux de catalogage et de contextualisation cartographique de ces ruines. La divergence ne réside pas dans la valeur historique, mais dans les lacunes d'ingénierie que la narrative traditionnelle préfère ne pas approfondir. L'argument conservateur soutient que de tels portails ont été faits par des ordres royaux au long de décennies, utilisant des milliers de travailleurs qui se relayaient dans le travail d'usure de la roche par friction avec du sable et de l'eau. Cette hypothèse explique la possibilité théorique de l'usure de la pierre, mais échoue à expliquer la géométrie. La friction manuelle avec des abrasifs ne produit pas des angles droits internes parfaits. Quand vous frottez une pierre contre une autre en utilisant du sable, les bords résultants sont inévitablement arrondis. Pour obtenir des angles internes vifs dans des roches d'une extrême dureté, il est nécessaire l'application d'une force ponctuelle concentrée et guidée par un plan mécanique de haute précision. Et c'est ici que le mystère devient plus incommode. Si nous acceptons que ces structures ont été faites exclusivement avec ciseaux et marteaux de pierre, nous devons accepter aussi que les artisans de l'Antiquité possédaient un contrôle d'alignement géométrique et spatial supérieur à une grande partie des méthodes de construction que nous utilisons aujourd'hui. Ce même modèle de travail impeccable dans la roche brute apparaît dans un autre mystère que nous avons enquêté récemment sur notre chaîne. Des constructions mégalithiques qui semblent être de simples ruines, mais cachent des problèmes d'ingénierie et d'alignement astrophysique beaucoup plus grands. La contradiction entre la simplicité des outils trouvés dans les strates archéologiques et la complexité des marques laissées dans les montagnes suggère que quelque chose dans notre ligne du temps historique continue incomplète. Face à cette impasse, les chercheurs et ingénieurs qui analysent le problème sous l'optique de la mécanique des roches se divisent en différents courants d'interprétation. Une première possibilité, maintenue par les historiens plus flexibles, suggère que les civilisations anciennes maîtrisaient des techniques de métallurgie et des outils d'alliage durs qui ne se sont pas préservés dans le registre fossile. Comme les métaux se détériorent rapidement selon l'acidité du sol et l'humidité, les outils plus avancés pourraient s'être oxydés complètement au long des millénaires, laissant derrière eux seulement les outils de pierre plus simples. Une deuxième hypothèse, défendue par les ingénieurs de découpe de roches et les spécialistes en usinage, se concentre sur la possibilité de l'utilisation de technologies d'énergie mécanique basées sur des contrepoids, des scies de tension continue et des abrasifs concentrés à des niveaux industriels que l'histoire n'a pas encore réussi à documenter. Il existe encore une troisième interprétation qui aborde l'énigme sous le point de vue de la fonctionnalité originelle de ces structures. Quelques chercheurs suggèrent que ces portails colossaux n'étaient pas des façades passives, mais des parties intégrantes d'un système plus grand d'acoustique ou de résonance géologique. Des analyses de fréquences réalisées à l'intérieur de chambres et portails entaillés dans une roche massive montrent que ces structures tendent à amplifier les résonances à des fréquences extrêmement basses, produites par l'écho du vent lui-même ou par des vibrations sismiques de la Terre. Aucune de ces hypothèses n'est prouvée de façon définitive, mais chacune d'elles pointe vers la même conclusion. Le niveau de connaissance technique de nos ancêtres en relation au comportement de la matière et de la roche était beaucoup supérieur à ce que les manuels conventionnels ont l'habitude d'admettre. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Il existe un détail spécifique
en quelques-uns des portails les plus distants du monde que peu de personnes observent quand elles regardent les photographies. En plusieurs de ces entrées sculptées dans la roche verticale, les points de fixation et la géométrie de la base révèlent que la structure n'a pas été projetée pour être vue de bas en haut, du niveau du sol. Elles ont été alignées en relation à l'horizon topographique lointain. En certains jours de l'année, pendant les solstices ou équinoxes, le soleil naissant croise la ligne de l'horizon et projette l'ombre du bord de la montagne parfaitement au centre du cadre du portail colossal. Cela signifie que, avant de porter le premier coup à la roche, les constructeurs ont dû calculer non seulement le volume de pierre à être retiré et la résistance structurelle de la falaise, mais aussi le mouvement de précession planétaire et la position exacte de l'étoile dans le ciel en relation à un point spécifique de la montagne. Il s'agit d'une fusion entre architecture monolithique, ingénierie de soustraction et astronomie de haute précision. Quand nous observons la perfection de l'alignement optique et la magnitude du volume travaillé, il devient clair que nous ne sommes pas en face d'une œuvre improvisée par des tribus nomades ou des constructeurs locaux sans planification. Il s'agit du résultat d'une tradition constructive hautement organisée, dont les origines et les méthodes fondamentales continuent d'échapper à nos explications les plus simples. Les portes colossales excavées dans la roche autour du monde demeurent comme des témoins silencieux d'une ère où l'humanité possédait une relation avec la matière que nous ne réussissons pas encore à comprendre totalement. Elles nous rappellent que l'histoire de la civilisation humaine peut ne pas être une ligne droite de progrès constant, mais plutôt une succession de cycles où les grands savoirs ont été accumulés, appliqués dans la roche éternelle et éventuellement oubliés par le temps. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les parois de montagnes lointaines ne sont pas seulement des monuments au passé. Ce sont des questions sculptées dans la pierre qui continuent d'attendre une réponse définitive de la science moderne. Et si vous pensez que la complexité de sculpter la façade externe d'une montagne est la plus grande limite de la technologie antique, le mystère devient encore plus profond quand nous entrons à l'intérieur de ces structures. Il existe un groupe spécifique de cavités et de chambres souterraines ouvertes au cœur de roches ultra-dures, où la précision des surfaces internes atteint des niveaux de tolérance industrielle qui défient toute tentative de datation par des méthodes conventionnelles. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer ces chambres cachées et les artefacts de précision que la science moderne continue sans réussir à dater.